Bonjour à toutes et à tous. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous instruire, hein. Vous avez eu assez d'informations. Il y a eu beaucoup de partage d'expériences. Moi-même, j'ai eu aussi appris, hein. Donc, c'est vraiment très réconfortant de voir qu'il y a de telles initiatives, qu'il existe de telles personnes. Et moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir et ça me fait encore plaisir d'être là aujourd'hui. Donc, en principe, je représente une dame qui devait être là, mais qui n'a pas pu se libérer, qui m'a demandé de venir. Donc, j'espère que je serai à la hauteur de sa confiance. Donc, ça va aussi être un partage d'expérience. Moi, je suis actuellement consultante junior en cybersécurité à CyberOps Consulting, qui est un cabinet de consultance en tout ce qui est sécurité du numérique, intelligence économique. On fait non seulement de la consultance, mais aussi de la formation. On fait de la sensibilisation, on accompagne des institutions privées et publiques sur tout ce qui est formation des collaborateurs, mais aussi sensibilisation. On organise un forum international, je ne sais pas si vous connaissez le Cyber Africa Forum. Ça a eu lieu il y a 2 jours, donc c'était le 24 et 25, donc le lundi et mardi. Donc c'est nous qui organisons ça. Donc d'où c'est parti. D'abord, moi, j'ai pas fait des études d'informatique. Non, non, non. Moi, j'ai fait du droit. Mais au départ, je voulais pas faire du droit. Au départ, en troisième, je voulais être mécanicien d'avion. Ah oui, je sais rêver. Je rêve beaucoup. Je rêve beaucoup. Je voulais être mécanicien d'avion. Je dis à mon papa, je dis, papa, moi, je veux être mécanicien d'avion. Mon papa a dit, mais il y a combien d'avions en Côte d'Ivoire? Tu as cherché jusqu'à, c'est ça là tu veux faire? Pardon, faut changer. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai toujours été forte en les matières scientifiques et tout. Donc après la troisième, je suis partie en série C. Mon papa voulait que je fasse la série A. Parce que depuis le début, lui, il a vu sa fille en juge. Donc j'ai dit non, moi j'aime pas ça. J'étais pas mal en français parce que je suis quelqu'un, mon papa m'a inculqué le goût de la lecture très tôt. Donc j'aimais beaucoup lire. Du coup, j'étais pas mal en français, mais j'aimais plus les maths et les physiques. Du coup, je suis partie faire une série scientifique. Et ça lui a beaucoup fait mal quand on m'a orientée en sciences physiques parce que j'étais première en maths, première en physique, j'étais première en français, mais j'étais pas très bien en anglais. Donc, on m'a orientée en série scientifique. Il est parti voir le directeur de l'école pour qu'on me mette en série littéraire. Et le directeur d'autant, il a fait sortir les notes. En fait, à cause de moi, on ne pouvait pas faire plus aux autres. Parce que j'avais tout le temps 19, 19, 50, 19, 75. À chaque fois qu'on voulait me retirer une note, c'était sur les fautes, en fait. Du coup, à chaque fois qu'on veut faire plus aux autres élèves, on me demande la permission. Parce que si on fait plus 1, je me retrouve à 20. Du coup, s'il doit faire plus aux autres, moi, on ne doit pas me faire plus, en fait. Donc, c'est moi qui décide combien on fait de plus aux autres. Parce que si on fait plus 2, que la personne se retrouve aussi à 18 ou bien à 19, je ne veux pas. Ça me fait donc. Le directeur a fait sortir mes notes. Il a dit, regardez, on ne peut pas la mettre en série littéraire. Mon papa m'a fait changer d'école. Il m'a envoyé dans une autre école pour aller me faire la série littéraire. Il est arrivé là-bas, le monsieur lui a dit, non, on ne peut pas la mettre en série littéraire. Non, moi, on peut la faire passer en série D si vous voulez. Je dit ok. Donc je suis restée là-bas, j'ai fait la série scientifique, j'ai eu un bac scientifique malheureusement pour lui. Et on m'a orienté à partir de la seconde, moi j'ai commencé à aimer plus la chimie. Du coup, j'ai changé de rêve. J'ai dit je veux faire chimie nucléaire. Ouais, à chaque fois que je dis ça, les gens sont étonnés. Je voulais fabriquer bombe. Ma maman m'a dit oui, je sais. Tout le monde n'a pas ce rêve-là. Tout le monde n'a pas ce rêve-là. Quand j'ai dit à maman, je vais fabriquer bombe, maman dit, mais il n'y a pas assez de guerre à ton goût. J'ai dit, non, maman, moi, je veux créer une bombe spécifique. Je voulais humaniser la guerre. Je dis, moi, je veux créer une bombe qui s'attache à la personne. Du coup, je vous explique. Mais à chaque fois que j'explique, les gens n'aiment pas trop, en fait. Mais en fait, il y a, dans le corps humain, il y a quelque chose qui nous rend spécifique. Même si on est des vrais jumeaux, il y a toujours quelque chose qui fait que tu es unique. Ce que les gars utilisent pour vérifier, pour déterminer ADN, pour vérifier qui a sur les scènes de crime là. Il y a quelque chose dans ton sang qui te rend spécifique en fait, dans ton ADN. Donc moi, je voulais créer une bombe qui s'attache à la personne. C'est-à-dire si on met la bombe là,
et que, en principe, c'est moi qu'on veut tuer, quand la bombe explose, ça prend tout le monde, n'est-ce pas? Et les autres ont dit non, ce sont les dommages collatéraux. Non. Donc, moi, je voulais créer une bombe qui touche une personne. C'est-à-dire, pour moi, ma bombe, là, on met mes gènes. Donc, les gènes, on peut avoir ça partout. La salive, les cheveux, les ongles. On prend, on rattache ça à la bombe. La bombe n'explose pas, elle implose. C'est-à-dire qu'au lieu de faire comme ça, elle fait comme ça. Et lorsqu'elle fait comme ça, elle attire juste la personne à qui elle est rattachée. Du coup, c'est moi seule que ça attire. On évite les dommages collatéraux, non? Après, c'est pas très joli, mais au moins on évite. Quand mon papa a entendu ça, il m'a vu en le monstre de la maison. Il dit, mais il faut être un peu féminine. Tes camarades veulent faire des trucs. Toi, c'est bon, tu veux fabriquer. Ah! Il a dit non. Après le bac, j'ai été orientée en physique-chimie. Mon papa a vu son juge passer. Il a fait non. J'avais été orientée à Korogo. Il a usé de ses connaissances et on m'a orienté. J'ai fait, moi, on m'a fait changer en fait de filière. Et je suis arrivée en droit. J'ai souffert. Mes molécules me manquaient. Chaque matin, quand je finis mon cours, je passe dans la filière physique-chimie, là, je regarde les nomenclatures et puis je rêve. Je dis, bon, c'est pas grave. Parce que pour moi, mon papa m'a toujours appris un truc, c'est que quel que soit l'endroit où tu es, il faut te démarquer. Donc, même si ce n'est pas ton domaine, il faut que quand tu sors de là, on se souvienne que tu es passé par là. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire droit. Après, de temps en temps, tu vas aller regarder les molécules. Mais au moins, il faut qu'on sache que je suis passé par là. Et donc, c'est dans ce sens que je me retrouve en droit. J'ai fait droit. Actuellement, je suis doctorante en droit. Et du coup, vu que depuis le début, moi, je voulais humaniser la guerre, je me suis intéressée au droit international humanitaire, qui est le droit de la guerre. J'ai participé en concours. Ouais, je sais. J'aime trop, je sais. J'ai participé à un concours en droit international humanitaire qu'on appelle le PICT. Et j'ai représenté la Côte d'Ivoire en Indonésie dans le concours là. Donc, c'est un concours de jeu de rôle, droit international humanitaire, droit de l'homme, droit international pénal. Donc, on est parti, on est revenu. J'ai fait vraiment tout ce qui est droit international humanitaire. Le truc, c'est que quand on est arrivé là-bas, on va en équipe. Et le droit international humanitaire, c'est pas une filière qui est beaucoup étudiée à l'université. On ne voit que l'introduction. Du coup, je me suis formée pendant une année dans le domaine pour pouvoir participer au concours, en fait. Et dans les modules de formation, moi, j'étais en charge du module sur les cyberattaques. Quelle est la réglementation? Bon, je suis juriste. Quelle est la réglementation, en fait, qui va s'appliquer, en fait, aux cyberattaques? Donc, j'ai révisé, on est arrivé là-bas. Et bizarrement, on nous a posé une question sur les cyberattaques. Le truc, c'est que la nourriture des Indiens, là, c'est pas comme pour nous. Du coup, tous les Africains avaient mal au ventre. Nous tous, on est partis faire diarrhée là-bas. On était déshydratés de ouf, en fait. Du coup, on arrive pendant la session, et comme c'est un concours de jeu de rôle, nous, on représentait le cabinet juridique, en fait, dans le ministère. Et on nous demande, il y avait l'ONU, on dit qu'il y a des cas qui ont eu recours à des cyberattaques et ils ont visé une base de l'ONU. Comment est-ce qu'on réagit? C'est moi qui ai étudié les cyberattaques en principe, la partie réglementation des cyberattaques. Du coup, mes coéquipiers me regardent. Moi, je regarde les membres du jury. Même j'ai pas dit. Ma collègue me tape. Elle fait Ange, réagis. Je la regarde. Je regarde les jurys. Et puis, je fais comme ça. Même j'ai pas dit. J'ai rien dit. Donc, quand on est sorti, ma collègue me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, il y a eu un vide. C'est-à-dire, c'est comme si j'ai rien révisé. Je ne connaissais rien, je ne savais rien. Même ce qu'il me disait, je ne savais pas. La question qu'il posait, même, je n'entendais pas. Je ne savais rien, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma collègue me dit, tiens, va te reposer. Je dis, ok, je suis partie me coucher. Mais la frustration de ça, ma collègue, on sort de là parce qu'on représentait quand même l'université. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas totalement perdu. Bon, on n'a pas perdu. Mais ça, là, ça m'a trop fait mal. Parce que dans ma tête, mon papa je suis formatée, il m'a dit, quand tu sors d'un endroit, il faut qu'on sache que tu es passé par là. Là où on m'a donné la possibilité de montrer que je suis passée par là, même j'ai pas dit, c'est pas possible. Ce jour-là que je suis sortie, j'ai dit, moi,
On ne va plus me poser une question si cyberattaque et puis je ne connais pas, c'est fini. Quand je suis rentrée, j'ai choisi d'utiliser les cyberattaques comme thème de mémoire. J'ai rédigé mon mémoire dessus. J'ai soutenu mon mémoire sur les cyberattaques. J'ai fait ma thèse sur les cyberattaques. Actuellement, je suis dans le domaine des cyberattaques. Du coup, de juriste, je me retrouve dans le domaine de la cybersécurité. Parce que quelque part, je me suis dit non, ils vont plus me poser question dessus, puis je ne connais pas. Si j'ai été frustrée, c'est fini. Mais à côté de cela, j'ai fait plusieurs autres choses en fait. Parce que il ne faut pas se fermer. On est dans un monde où tout est ouvert, tout est connecté maintenant. Tout est important. Il ne faut pas qu'on pense qu'on va se limiter à quelque chose en fait. Parce que si on voulait se limiter, moi quand on m'envoie en droit, j'allais pas considérer le droit en fait. Parce que moi j'étais toujours intéressée par mes molécules. Mais je me suis dit le droit c'est important. Du coup même à côté, parce que moi je suis de l'université Félix Houphouët-Boigny, c'est nous on fait sortir les gens chaque jour là. Donc, quand la fête commence, ça fait que je ne suis pas habituée au talon, je suis habituée au basket. Parce qu'on est habitué à courir. Donc, il faut être paré à toute éventualité. Quand il commence comme ça, nous tous on court. Mais à côté de cela, je me suis intéressée aussi à la vie associative. On a l'une de nos professeurs qui en ont parlé aujourd'hui. Je me suis intéressée à la vie associative. Parce que, comme je le dis, quel que soit ce qui va se passer, là où vous êtes, quand vous sortez de là, il faut qu'on sache que vous êtes passé par là. Même si vous avez fait un truc minime, il faut qu'on le sache. Donc, je me suis dit, il faut que je me forme parce que j'ai des objectifs. Qui a un objectif? Qui peut me donner, qui peut me dire ce qu'elle veut faire? OK, on vous prend. Comment? Vous voulez dépasser Jumia? Super. Vous savez le diplôme qu'il vous faut pour dépasser Jumia? Vous connaissez les compétences qu'il vous faut pour dépasser Jumia? C'est tout, c'est sur ça qu'il faut travailler. Moi, je savais ce que je voulais faire. Mais je savais aussi qu'il me fallait certaines compétences. De sorte à ce que lorsque je vais faire cette chose-là, je fasse ça différemment. Parce que vous êtes toutes nombreuses là, vous êtes toutes jolies, on est toutes jolies, ok. Mais qu'est-ce qui te différencie de moi? Parce que si tout de suite je viens, je m'assois et que je dis, moi j'ai un master 2 en droit, ok. Qu'est-ce qui me différencie de ma collègue qui a un master 2 en droit? Quand on va déposer nos diplômes, qu'est-ce qui va faire que moi on va me retenir et pas toi? Il y a certains éléments qu'on va regarder. Et moi, je me suis dit, il faut que je développe des compétences de sorte à ce que lorsqu'on va déposer un même diplôme, il y a quelque chose d'autre que le recruteur va regarder, puis ça va lui faire tic, non, c'est là, j'ai besoin d'elle. Et pour ça, il faut s'auto-former. Pour ceux qui ont la possibilité de s'auto-former, vous pouvez le faire, mais vous pouvez aussi le faire par la vie associative. Moi, j'ai été beaucoup dans la vie associative. La première chose qu'on ne doit pas regarder, c'est l'argent. Parce que quand tu cherches trop l'argent, souvent, l'argent même court. Mais quand tu ne cherches pas l'argent, l'argent te poursuit, en fait. Moi, à chaque fois qu'on dit association, je cours, je m'en vais. À chaque fois. Avant mon master 2, j'ai fait du volontariat. J'étais responsable administrative et finance parce que j'ai été beaucoup trésorière dans l'association. J'étais responsable administrative et finance alors que je n'avais jamais étudié ça. Je suis partie dans une organisation de défense des droits des femmes. C'est moi qui gérais la caisse. J'ai dû faire comptabilité. J'ai dû faire rapport. Je gérais tout ce qui était administratif et finance alors que je n'avais pas vraiment de formation, mais j'avais une petite base parce que j'ai géré trésorerie. J'ai fait ça pendant 6 mois. Quand je suis sortie de là, je suis partie soutenir mon mémoire. Mais j'ai eu à apprendre en fait. Parce que j'ai travaillé sur des projets dans l'association là. J'ai travaillé sur beaucoup de choses. J'ai appris à faire des comptes rendus, j'ai appris à faire beaucoup de choses. Quand je suis sortie de là, je suis partie faire du bénévolat au Cyber Africa Forum. Vous allez voir le lien. Je suis partie faire le bénévolat. Ils ont organisé leur forum. Ils ont dit, cherche la main d'œuvre. J'ai dit, moi, je viens. Ils ont dit, on ne va pas te payer. Hein. J'ai dit, moi, je ne suis pas venue pour l'argent. Je suis venue pour apprendre. Et je suis partie les aider. Je me lève à 5 heures, je m'en vais. Quand on crie, je cours. C'est-à-dire, la dame que je suivais, dès qu'elle crie ange, je cours. Littéralement, je cours. Je viens, je dis, oui, madame. Elle dit, va me chercher tant. Je cours, je m'en vais, je reviens. Quand on finit, je ramasse les feuilles, les papiers, je range les chaises. Quand je sors de là, tout est bien rangé. Et bizarrement, bon, j'ai un petit format. Donc, généralement, quand je viens, on ne me prend pas au sérieux. Même à l'université, quand j'arrive là-bas, on me met toujours chez les L2, les L1. Donc, on me prend jamais au sérieux. Donc, quand je viens, puis je ramasse les chaises, et puis on me dit, oui, oui, tu finis de ramasser balai. J'ai dit, ok.
Master 2, hein? Hey, certaines personnes elles sont frustrées. Moi, j'ai un Master 2, mais de balayer. Je balaye. Tu finis, va m'acheter de l'eau, je cours. Je vais acheter de l'eau, je reviens. Quand je suis revenue, je suis sortie de là. Il y a un monsieur qui était parti, il était parti participer au forum avec qui j'ai discuté. Je l'ai aidé à rentrer dans sa salle. J'ai fini de soutenir, il m'appelle. Allô, Ange, qu'est-ce que tu fais? Je dis, monsieur, j'ai fini de soutenir, je suis assise à la maison. Il dit, est-ce que tu as des notions en rédaction de projet? J'ai dit, monsieur, j'ai jamais rédigé projet, mais je sais écrire et j'ai déjà travaillé sur un projet dans le cadre de mon volontariat. Il dit, Ange, viens, j'ai besoin de toi. Je suis partie. Il voulait travailler sur, il avait un projet en partenariat avec Orange et il voulait quelqu'un pour rédiger le projet. Je suis partie, je lui ai dit, monsieur, je vais rédiger. J'ai veillé, je suis partie apprendre comment on rédige projet. C'est là même j'ai fait mon premier PowerPoint. J'ai appris en une nuit. J'ai fait asseoir mon grand frère à côté. J'ai dit, pardon, comment on dépose ça? Comment on met ça? J'ai fait un projet bizarre. Là, je suis partie faire, Ange, le contenu est bon, mais la forme, là, c'est bizarre. On va trouver un format déjà, on va te donner, mais le contenu, c'est bon. On a rédigé le projet. Et vu qu'il m'avait récupéré, je travaillais avec lui. L'entreprise s'appelle Afrique Search, je ne sais pas si vous connaissez. J'étais partie pour rédactrice de projet, en fait, chargée de projet. Arrivé un moment, je travaillais en fait, et j'ai vu qu'ils étaient débordés. J'ai laissé mon projet. Quand une a besoin d'aide, je cours, je m'en vais. Quand une des collaboratrices dit elle veut temps, je cours, je m'en vais. Même quand elle entend de travailler, qu'elle a soif, je cours, je m'en vais. Donc ça fait qu'à côté, je les regardais, j'apprenais, et elles m'ont appris en fait à faire du sourcing. Afrique, ce sont des chasseurs de tête. Je suis devenue chasseuse de tête. Je faisais du recrutement alors que je n'avais aucune notion en RH. Je faisais du recrutement. Je faisais ce qu'on appelle du background check. On a eu la formation aujourd'hui. Afrique Search fait du background check. Le background check, c'est quoi? C'est qu'il y a des entreprises qui contactent Afrique Search lorsqu'ils ont des CV et ils demandent aux personnes qui font le background check d'aller vérifier tout ce qui se trouve sur le CV. Donc, avec le background check, on va d'abord vérifier la conformité de vos diplômes. On va vérifier ce que vous faites sur tous les réseaux sociaux. On va faire un rapport et à la suite du rapport, l'entreprise décide si vous garde ou pas. D'où l'importance de ne pas tout publier sur Facebook, sur Instagram, même sur LinkedIn, parce qu'on fait l'outsourcing sur LinkedIn. Mais faites attention à ce que vous publiez. Parce que lorsqu'on finit de faire le background check et qu'on fait le rapport, l'entreprise peut ne pas vous garder, même si c'est une très bonne entreprise et même si vous avez le plus grand diplôme. Et il y a des entreprises en Côte d'Ivoire qui font ça. Moi, j'ai fait du background check. Quand j'ai fini de faire background check, je suis partie supprimer même ma photo où j'étais voilée sur Facebook. Bon, quelqu'un a déjà gardé, mais j'ai supprimé toutes les photos compromettantes en fait. Parce que je sais que moi-même, j'ai vérifié pour les gens en fait. Je n'avais pas encore fini à Afrique Search lorsque le Cyber Africa Forum devait être organisé pour cette année. Et donc, l'organisateur, M. Franquier, je lui envoie un message. J'ai dit, monsieur, bon, il y a le Cyber Africa Forum qui arrive, vous n'avez pas besoin de bénévoles. Il dit, Ange, on ne va pas te payer encore. Hein. J'ai dit, monsieur, il n'y a pas de problème. Il dit, mais Ange, tu fais quoi? J'ai dit, monsieur, je travaille à Afrique Search. Il dit, ah, est-ce que tu as des raisons de partir d'Afrique Search? J'ai dit, non, monsieur, je suis à l'aise, je suis pas. Il dit, ah, je voulais te proposer un poste. Il dit, ah, poste de quoi? Il dit, est-ce que tu as des notions en cybersécurité ou bien en community management? Qu'est-ce que tu sais faire? J'ai dit, monsieur, tout ce que vous voulez, je sais faire. Tout ce que vous voulez, je sais faire. Il dit, OK, viens, on va faire un essai pendant 3 mois et après, on voit si on te garde ou pas. Je dis, d'accord, monsieur. J'ai laissé Afrique, je suis partie à Cyberbs Consulting. Pendant les premiers mois, tout ce qu'il me demandait de faire, je faisais. C'est moi-même qui partais acheter le DGD même des consultants seniors. Ça me plaisait. Parce que je voulais me démarquer, je voulais qu'ils sentent qu'ils ont besoin de moi, en fait. Après les 3 mois, pendant mon évaluation, mon patron me dit, Ange, bon, c'est vrai que tu es venu pour 3 mois, mais en tout cas, si tu veux, nous, on veut te garder parce qu'on a besoin de toi. J'ai réussi à montrer qu'ils pouvaient aussi avoir besoin de moi, même si je n'avais pas cette base qu'il fallait. Et en les aidant à faire tout ce qu'ils voulaient, moi-même, je me suis développée. C'est-à-dire qu'il y a des notions en cybersécurité qu'au départ, je n'avais pas. Maintenant, j'ai en fait. Parce qu'à chaque fois qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour rédiger un document, rédaction de documents, de toute façon, les gens fuient ça. C'est moi, je cours pour rédiger les documents. Et vu que j'ai travaillé sur projet et que j'ai moi-même été chargée de projet, j'ai pu développer en fait ces compétences-là.
J'ai pu développer ces compétences. J'ai lu, j'ai regardé, j'ai lu, j'ai visionné combien de vidéos pour pouvoir me développer. Et à côté, je me suis développée sur tout ce que je pouvais toucher là, je touche. Quand je vois formation community management, je cours, je m'en vais. Quand je vois formation en temps, je cours, je m'en vais. Parce que je me dis, ça va te servir. Que tu le veuilles ou pas, ça va te servir. Tu peux penser que parce que tu ne fais que, je sais pas moi, rédacteur web, tu n'as pas besoin de certaines formations, peut-être même en anglais. Non, en anglais, vous avez besoin de ça. Mais tu peux penser que tu n'as pas besoin de certaines formations, mais tout sert. Absolument tout sert. Quand je partais faire mon volontariat, je ne savais pas que le volontariat allait me permettre de devenir chargé de projet quelque part. Lorsque j'étais en train de faire mémoire, même si cyberattaque, je ne savais pas que j'allais me retrouver en cybersécurité. Donc, c'est un appel, en fait, à toujours chercher à vous démarquer. Quel que soit l'endroit où vous êtes, cherchez toujours à vous démarquer. Et ça peut être minime. C'est-à-dire, là où on a l'impression même que tout ce que les gens refusent de faire, là, faites. Faites. Parce que moi, c'est pas tant mes compétences, en fait, c'est pas tant mes compétences qui a frappé au premier regard. C'est le fait que je sois tout le temps dégourdie. Ils m'ont vu en train de faire, ils savent que je suis prête à travailler, que j'ai pas peur du travail. C'est ça qui a frappé. Et c'est après, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé, mais qu'est-ce que tu sais faire? Et puis j'ai dit, voilà, je sais faire ça, je sais faire ça. Donc, qu'est-ce que vous allez faire qui va permettre à des personnes qui va marquer au premier regard? C'est ce que vous devez chercher à faire. C'est ce que vous devez chercher à faire. Vous voulez être des leaders. Il y a plusieurs types de leaders. Les leaders, c'est pas seulement, et surtout quand vous voulez être des leaders, essayez de copier sur des leaders, mais des bons leaders. Parce qu'on l'a vu aujourd'hui, les leaders, ce sont des personnes qui ont la capacité d'influencer sur vos actions, mais il y a des personnes qui influencent mal. C'est pour cela qu'il y a des sectes, en fait. Parce que ce sont des personnes qui sont charismatiques. Ils vont venir, c'est-à-dire qu'ils te parlent là même là. Tu le regardes et puis tu es émerveillé. Mais quand la personne finit de te parler, la personne te dit Dieu n'existe pas. Tu dis oui, c'est la vérité, Dieu n'existe pas. Parce que tu es émerveillé. Il y a des personnes qui sont charismatiques. C'est-à-dire la personne, et on en a parlé aujourd'hui, la personne n'a même pas besoin de te parler. Quand tu regardes la personne marcher et venir, tu dis, c'est qui ça? Et il y a nous autres là, quand on nous voit, on ne voit pas grand-chose. Donc pour nous autres, on ne voit pas grand-chose. C'est à nous de tout faire en fait, pour nous démarquer, pour faire en sorte que les gens puissent nous regarder aussi. Et comment on fait ça? C'est de montrer qu'on sait travailler, montrer qu'on aime travailler. Actuellement, là, on dit la génération de méthodes, c'est la génération facile. On aime la facilité, on aime passer par des couloirs pour éviter la facilité. Non, il faut qu'on montre, non, pas pour éviter la facilité. On préfère la facilité. Donc, c'est à nous maintenant de montrer aux gens que non. Parmi nous, là, il y en a qui aiment la facilité, ils sont à côté. Mais à nous autres, là, qui aimons travailler, qui voulons nous battre, pour que demain, là, quand ils vont parler des gens, nous aussi, ils vont parler de nous. Du coup, trouvez un moyen de vous démarquer, quel que soit le domaine où vous êtes. Ayez des leaders. Choisissez bien vos leaders et ayez des leaders. Moi, quand j'étais en L2, mon leader, c'était ma meilleure amie. Pourquoi? Parce qu'elle prend le micro et puis elle s'arrête, elle parle. Tout le monde la regarde. En L2, en L1 même, mon professeur m'a donné le micro, il m'a dit d'aller m'arrêter sur l'esplanade pour prendre la parole. J'ai pris la porte. Je ne pouvais pas m'arrêter. L'amphi de l'université, c'est là comme ça. 500 personnes. Je vais m'arrêter, je vais dire quoi? J'ai pris la porte. J'ai fui. Le professeur m'a remarqué à cause de ça. Parce que j'ai fui son cours, j'ai refusé le micro. Mais je me suis retrouvée avec une amie qui n'a pas peur de prendre la parole en public. Elle s'arrête, elle parle, elle est éloquente. Qu'elle te parle, tu veux la suivre en fait. Je me suis rapprochée d'elle. Quand elle parle, je la regarde. Je regarde ses tics, je regarde ses manières, je regarde ses gestes. Je l'écoute à chaque fois qu'elle parle. Je l'écoute. Des fois même, je lui dis, parle-moi, qu'est-ce que tu as vécu? Elle n'a qu'à me raconter sa vie. Parce que souvent, on n'a qu'à se lever. Il y a des gens qui aiment bien cacher ce qu'ils font. Mais on ne peut pas tout cacher parce que souvent, des fois, tu as envie de raconter ce que tu as vécu. Et sans faire exprès, tu livres en fait. Non, moi, je suis une oreille très attentive. Raconte-moi tes problèmes. Tu es passé où? Qu'est-ce qui s'est passé? Et elle me raconte, elle me dit, ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je dis, hé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'explique, elle finit de m'expliquer. Ok, je suis une oreille attentive, mais il y a certains éléments que je retiens.
Ah, tu fais formation à oratoire. OK. Moi aussi, je suis partie faire formation à oratoire. Formation à oratoire aussi, j'ai fui. Parce que il y avait du monde. Il y avait du monde. Je ne pouvais pas. Premier jour de formation à oratoire, vous me demandez des points de micro. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi? J'ai fui encore. J'ai fui. J'ai fini de fuir. J'ai compris que à oratoire aussi, ce n'était pas bon pour moi. Je suis retournée vers la fille. Je l'écoute. Elle me dit, ouais, je fais ça. Mais un jour même, pourquoi tu n'es pas d'association? J'ai dit, comment ça, association? Elle dit, oui, j'ai fait telle association et tout et tout. J'ai dit, OK. Je suis partie dans l'association là aussi. Quand je suis partie dans l'association, on dit, ah, passez les formations devant les étudiants. Je regarde où il y a 5 étudiants, c'est là-bas, je mets passer information. J'ai commencé avec 5. Je dis, ah, en tout cas, on organise une activité, venez et tout et tout. Je vois, les gens m'écoutent. Ça me met un peu en confiance. Je cherche un plus grand nombre. Ah, voilà, on a une activité, ça aura lieu tel jour, telle heure, venez. Dans ça, j'ai pu retourner dans mon amphi. J'ai fui premièrement là. Je me suis arrêtée là-bas. D'abord, mais que je suis partie, les gens ont cru que j'étais étudiante là, de L1. Il n'y a pas parlé, je me suis mélangée, j'ai fini de me mélanger, je suis remontée sur les... Quand j'ai regardé le podium là, non mais c'était mon défi, c'était mon géant. La première fois, j'ai fui. La deuxième fois, je ne vais pas fuir. Je me suis arrêtée. J'ai tremblé. Jusqu'à j'ai mis le sac là devant moi comme ça. Tellement je tremblais, il ne faut pas les gens pour remarquer que je tremble. Donc j'ai mis le sac, mon sac à dos encore là, mais j'ai mis le sac. Et puis j'ai parlé. Quand j'ai fini de parler, je suis descendue. J'ai marché tout droit. Je n'ai pas tourné la tête. Je n'ai pas regardé à gauche. Je n'ai pas regardé à droite. Tout droit vers la sortie. Quand je suis sortie, j'ai respiré. J'ai fini de respirer. J'ai fait oui. C'est bon, je sais parler. Je peux parler maintenant devant le podium. Quand j'ai fini maintenant, j'ai remarqué que ce qui faisait d'elle mon leader, c'était quoi? C'est qu'elle savait bien parler. Ok, je cherche un autre leader. Un autre leader dans un autre domaine qui va me permettre de me développer. Et mon deuxième leader, ça a été ma première boss, celle chez qui j'ai fait mon volontariat. Pourquoi? Parce qu'elle sait faire beaucoup de choses en même temps. Elle est responsable de 2 associations. Elle travaille à Médecins sans frontières. Ça signifie qu'elle est tout le temps en train de bouger, mais elle a la possibilité d'organiser tellement de choses. Je dis non. S'il faut que je sois riche un jour, il faut que je sache faire beaucoup de choses. Parce que je n'ai pas laissé mes enfants seuls. Mais je ne vais pas m'asseoir aussi à ne rien faire. Donc, il faut que je l'aie comme leader. Je la suivais. Qu'elle fait Ange, je cours. Qu'elle dit Ange, je cours. Je l'écoute, je la regarde faire. Je regarde comment est-ce qu'elle fait pour pouvoir moi aussi apprendre d'elle. Pouvoir savoir faire beaucoup de choses. Donc, elle a dit, je cherche volontaire. Je dis, je suis là. Je veux être volontaire. Elle dit, Ange, parce que le volontariat est différent du bénévolat. Le bénévolat, tu te lèves, tu n'as pas besoin de compétences. On a besoin de quelqu'un pour faire quelque chose. Tu t'en vas, tu fais. Le volontariat exige une certaine compétence. Il y a un contrat que tu vas signer. Tu travailles comme tu travailles normalement, mais on ne te paye juste pas le salaire que tu mérites. Donc, je partais au travail des fois du lundi au dimanche, de 8 heures, des fois même je descends à 20 heures. Pas pour le salaire, mais vraiment pour la formation. Et j'étais obligée d'organiser les activités parce que j'étais responsable des activités finances. Donc, je devais gérer la caisse. Je gérais la caisse, je gérais les papiers, j'organisais les activités. Je me suis rendu compte que je devenais multitâche. Ce qui m'intéressait. J'ai fini, j'ai changé de leader. Actuellement, mon leader, c'est ma boss. C'est avec elle que je travaille. Elle est mon leader. Bon, je ne peux pas trop parler, parce que je ne sais pas si on est filmé, pour pas elle va m'entendre. Mais en tout cas, c'est elle qui est mon leader. Donc, vraiment, je le dis parce qu'il est important que les gens sachent que on a aussi dans notre génération-là des personnes qui ont des ressources, qui ont des capacités, qui ont envie de travailler. On l'a vu, elles sont assises là, qu'elles étaient en train de parler. Moi, je les regardais, je disais, hé, c'est trop mignon. J'espère qu'il se va sortir à la télé. Il faut qu'on les voie, en fait. Parce que les gens ont trop l'impression que nous, les filles de maintenant, on ne sait que se maquiller, sortir, faire photos, Snapchat, Facebook. Non! On a beaucoup de personnes qui ont des potentiels, qui sont compétentes. Pour avoir travaillé en tant que chasseuse de tête, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne recrutent pas en Côte d'Ivoire. Quand on prend ton diplôme et qu'on réalise que tu as un diplôme ivoirien, ils vont ailleurs. On a des personnes compétentes ici, en fait. Et c'est à nous de leur montrer qu'ils font erreur en allant ailleurs, parce qu'ailleurs, ça coûte plus cher. Donc, ils peuvent venir récupérer ici. Toutes les potentialités qu'on a là, on met ça où? Donc, c'est à nous de leur montrer que non,
Et on a aussi des compétentes. Les personnes que vous cherchez là-bas, là, ces personnes-là sont ici. Et comment le faire? Il faut se démarquer. Il faut qu'à chaque occasion, partout où vous allez être, quand vous allez sortir de là, il faut qu'on sache que, ah, celle-là, je l'ai déjà vue quelque part. De sorte à ce que quand demain vous allez partir, que vous allez partir chercher le travail, quand vous allez arriver devant le monsieur, dès que vous voyez le monsieur, vous souriez. Parce que vous savez que vous l'avez déjà vu. Et que lui là, il ne va pas vous oublier de la manière que vous avez fait là-bas là. Il ne peut pas vous oublier. Lui-même quand il vous voit, il dit, ouais, je t'ai déjà vu quelque part. Je t'ai déjà vu quelque part. Et qu'il sache que s'il vous embauche, il ne va pas perdre. Parce qu'il vous a vu à l'œuvre, il vous a vu travailler, il sait que vous êtes une battante. Et que s'il vous a dans son entreprise, demain, là, c'est vous qui allez rehausser le niveau de son entreprise. C'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça qu'on a besoin. Vraiment, c'est le conseil que moi, je veux vous donner. Ne vous limitez pas du tout. Quel que soit l'endroit où vous êtes. Après mieux vu, vous allez penser que non, vous vous êtes trompé de lieu. Moi, quand j'étais en droit, là, moi, je partais tout le temps regarder mes molécules en physique-chimie. Mais, même si vous vous êtes trompé de lieu, récupérez ce qu'il faut récupérer de là. Il ne faut pas sortir d'un endroit sans avoir quelque chose. Vous récupérez tout ce qu'il y a à récupérer. Vous gardez et puis vous partez. C'est pour ça que j'ai aimé à chaque fois qu'elle disait, on va voir, je vais faire la première année, je finis la première année. Si ça n'a pas marché, j'ai parti. Il y a une même qui a dit, au moins, je sais que je vais prendre la formation. C'est ce que vous devez vous dire. Même si ça n'a pas marché, la formation, vous ne devez pas laisser. Vous avez payé pour ça en plus. Aïe, même 5 francs, ça fait mal souvent. Hein. Des fois, tu cherches. Même si tu as 500, que Yango te dit 750, il ne va pas te prendre. Même si le taxi coûte 100 francs, que tu as 75, des fois, tu demandes pardon jusqu'à il refuse. Il ne va pas te prendre. Donc, même 50, c'est cher aussi. Donc, quel que soit l'endroit où vous partez, surtout quand c'est gratuit, profitez. Bon, c'est seulement dans la formation, hein, pas sur Internet. Si c'est gratuit, profitez. Récupérez toute la formation qu'il y a. Vous allez mettre ça sur votre CV. Demain, vous allez dire, voilà, j'ai eu telle formation. Et comment ils vont faire pour vérifier? La fille qui travaille à Orange, elle a dit, oui, testez-moi, vous allez voir. Mais si vous apprenez et que vous finissez d'apprendre, vous oubliez. Quand vous allez dire au monsieur, testez-moi, vous allez voir. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, il va vous tester, il va voir qu'il a eu raison. Il va vous tester, mais il va voir qu'il a eu raison. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Dans les cyberattaques, il y a aussi ce qu'on appelle la bombe logique. Vous connaissez, non? Vous ne connaissez pas la bombe logique? C'est une forme de cyberattaque. Il y a plusieurs types de cyberattaques. Il n'y a pas seulement ce qu'on connaît habituellement, ransomware. Non, il y a cheval de Troie. En tout cas, moi, ma cyberattaque préférée, c'est la bombe logique. Bien sûr. Donc, il y a plusieurs types de cyberattaques. On a vu dernièrement Pegasus. Bon, pour ceux qui sont informés, essayez de vous intéresser à ça. Pegasus, moi, c'est une forme de cyberattaque qui m'a beaucoup plu parce que ça fait peur, en fait. Ça fait peur. Avec Pegasus, la personne a la possibilité d'avoir accès à tout ce qui se trouve dans votre téléphone. C'est-à-dire que la personne est assise chez lui à la maison et la personne peut activer votre caméra. Les gens qui laissent leur ordinateur allumé et puis se déshabillent pour aller se laver là. C'est-à-dire, le tout, en fait, c'est pas seulement de se filmer nu, en fait. Vous pouvez donner accès à des personnes, et peut-être même que vous ne le savez pas, mais il y a ce qu'on appelle les botnets. Les botnets, là, c'est une sorte de marché que les cyberattaquants utilisent. C'est-à-dire qu'ils ont accès à plusieurs téléphones. Donc, vous êtes là, votre téléphone est infecté, mais vous ne savez pas parce que ça marche normalement. En temps, il y a des personnes qui ont la possibilité d'avoir accès à votre téléphone. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vendent ça à d'autres entreprises. Les entreprises, vous avez entendu parler de attaque par déni de service? Non. C'est une forme de cyberattaque. C'est-à-dire que les sites Internet, là, à un moment donné, on lance plusieurs demandes en même temps pour bloquer l'efficacité du site Internet. Donc, vous allez partir, quand vous allez cliquer dessus, il tourne, il charge, mais depuis, il ne finit pas. C'est ça. On peut faire ça par attaque par déni de service, mais pour pouvoir faire attaque par déni de service, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'il faut lancer plusieurs demandes au même moment. Et plusieurs demandes au même moment pour pouvoir faire ça. Il faut avoir plusieurs appareils qui lancent ça. Et on a des appareils comme ça qui sont dans ce marché-là, qui font partie on appelle ça un réseau zombie. Donc, tu es assise ici, ton téléphone a été lancé, cyberattaque en Russie, tu ne sais même pas.
c'est pour cela que c'est difficile, en fait, ce domaine-là. Parce qu'on peut être ici et lancer des attaques en Russie, mais on ne sait même pas que nous-mêmes, on a lancé cyberattaque. Parce que des gens ont pris le contrôle de notre téléphone et ont lancé l'attaque, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous. Moi seul, ça me plaît, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vous intéresser au métier du numérique parce que c'est un métier qui continue de se développer. À tout le monde, on parle d'intelligence artificielle. On ne maîtrise pas encore cet outil-là. Pendant la formation, notre formateur a parlé des métiers du numérique. Il a parlé des personnes qui se chargent des données, qui créent des médias et autres. On a les fake news. Avec une fake news, maintenant même, c'est le marché de l'information, la guerre de l'information que les États font. Dernièrement, je suppose que vous avez remarqué, lorsqu'ils ont fait sortir la vidéo sur des Ivoiriens qui étaient en train de se faire frapper par des Nigériens. Et puis, un coup comme ça, tout le monde a commencé à frapper les Aoussa. En temps, c'est une ancienne vidéo. C'est une ancienne vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une fake news. Et ça fait partie même des politiques des États. À chaque fois qu'il y a un petit... Il y a une petite information qui va sortir, qui va aller, qui va venir qui va jeter un discrédit sur l'État. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée juste un truc pour nous distraire. Quand nous tous on est concentrés dessus, et généralement ce qui marche, c'est tout ce qui touche l'humanité, le genre. Ils vont montrer un enfant qui sont en train de frapper là-bas. Tous les défenseurs de droits de l'homme vont se lever. Ils vont faire la communication. Non, il faut défendre les enfants, il faut défendre les enfants. Ils ont fait exprès de lancer ça pour pouvoir diminuer en fait l'impact qu'elle a à avoir sur le scandale, en fait, pour pouvoir diminuer le scandale. Mais comment on fait en fait pour pouvoir jeter, en fait, montrer la vérité sur tout ça? C'est qu'il faut des personnes pour venir travailler en fait dans le domaine, pour pouvoir venir montrer que non, ça c'est pas une bonne information, ça c'est une fake news. On a besoin de personnes, on a besoin de bras, on a besoin de vous. Et si c'est les femmes encore, c'est mieux. Là au moins on montre que tout ce temps-là, nous on était là, on pouvait vous aider, mais vous ne nous avez pas bien calculé. On n'a pas bien calculé, c'est ça. Sinon, nous-mêmes, on pouvait vous aider. Vous avez fait genre. Voyez ça maintenant, vous êtes en manque de bras. C'est maintenant vous criez les femmes. Mais on a besoin de vous, en fait. On a besoin de bras. Et les femmes ont la possibilité de vraiment exceller dans ce domaine-là. Pendant le Cyber Africa Forum, je crois qu'il y a un des intervenants qui a dit l'Afrique est passée devant l'Afrique a regardé la première révolution industrielle. On a regardé la deuxième, on a regardé la troisième. On considère l'Internet comme étant la quatrième révolution industrielle. Mais il a dit une phrase qui m'a plu, c'est que l'Afrique ne doit pas rester là et laisser aussi passer cette quatrième révolution industrielle. Non, il faut qu'on soit acteur, il faut qu'on participe, parce qu'Internet appartient à tout le monde. Du coup, l'Afrique doit participer activement, en fait, à la régulation d'Internet, à la gouvernance d'Internet. Quand les gens prennent des décisions, ça ne doit pas seulement venir s'appliquer à nous seulement. Il faut que nous aussi, on participe à prendre des décisions, de sorte à ce que demain, les décisions soient adaptées à nous, nos réalités. Les gens ne doivent pas seulement décider pour nous. Il ne faut pas décider pour nous toute la vie. On a besoin aussi, nous aussi, de prendre des décisions, de réagir aussi, de participer activement. Et pour cela, il faut qu'on soit formé, il faut qu'on ait des compétences, il faut qu'on montre aussi qu'on peut y arriver. Bon, je parle beaucoup. Avant, il ne pouvait pas parler à un micro. Maintenant, comme il donne un micro, il ne veut plus laisser. Donc, mieux, je vais arrêter, je vais vraiment m'arrêter là. Mais ce sur quoi j'insiste vraiment, c'est que ne négligez rien. Ne négligez aucune formation. Prenez toutes les formations et surtout, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu où vous allez passer, il faut obligatoirement qu'on sache que vous êtes passé par là. Merci.